Bonjour, salut, rebonjour à tout le monde. Eh bien, nous sommes au 11e épisode, j'ai bien dit 11e épisode de notre série de vidéos intitulée Cours de rattrapage. Enfin, je vous dis encore que cette série de vidéos, je l'ai faite pour mes étudiants en licence à l'université, mais, je l'ouvre, je permets à tous ceux qui sont intéressés au sujet de la science scientifique, qui souhaitent apprendre des choses là-dessus, le droit, et même, je vous encourage à regarder les vidéos avec avidité, sans modération, ça n'a fait aucun mal. Bien au contraire, je le garantis. Bien, bon, là, je dirais que pour ce chapitre, ce sera le dernier cours de rattrapage. Ce sera le dernier cours de rattrapage parce qu'on va répondre à la question comment rédige-t-on un rapport de recherche? Parce qu'en effet, à la fin d'un travail de recherche, il faut écrire un rapport de recherche. Dans ce rapport, il faut faire une introduction indiquant les objectifs, la problématique, les questions de recherche et les hypothèses, si l'on a fait des hypothèses, décrire la méthodologie utilisée pour collecter et analyser les données, présenter les principaux résultats, il est discuté et enfin faire une conclusion. Donc, ici, on boucle la boucle. J'ai commencé ces cours, le premier, le cours de rattrapage numéro 1, en vous expliquant en quoi consiste la recherche scientifique, qu'est-ce que c'est et en quoi consiste, quelles sont les techniques qu'on utilise pour faire de la recherche. Ensuite, nous nous sommes plongés sur 12 techniques de recherche qui sont les plus utilisées, l'enquête par interview ou entretien et l'enquête par questionnaire. Nous avons vu comment faire un guide d'entretien, ensuite faire les interviews, ensuite les structurer dans un tableau, dans un fichier type tableur, type Excel. Pareil, avec la partie enquête par questionnaire, nous avons vu comment on fait un questionnaire. D'abord, un questionnaire sur la forme dans un fichier de type Microsoft Word ou papier, si vous voulez. Et comment on fait un questionnaire en ligne. Ensuite, on envoie le lien pour que les participants à distance puissent compléter le questionnaire. On récupère les données du logiciel et on les structure, on les transforme tout en chiffres. Ensuite, on fait une analyse statistique et on résume ces analyses-là sur la forme des tableaux et des figures. Maintenant, c'est la boucle qui va être bouclée. Il faut rédiger le rapport parce qu'on a fait tout ça pour pouvoir rédiger un rapport dans lequel on présente notre sujet, notre méthodologie et les résultats que nous avons obtenus et les conclusions. Comment on fait cela? Eh bien, j'ai ici un modèle. J'ai écrit ici modèle de rédaction scientifique fait pour les étudiants. Comme mes étudiants, je les aime bien, ils ont pratiquement tout cuit, parce que j'ai fait des modèles à chaque fois. Donc, comme ça, ils partent à partir des modèles pour faire ce qu'ils ont à faire. Eh bien, et, le rapport a commencé. D'abord, il y a ce qu'on appelle le running head. Le running head, c'est un titre, c'est le résumé du titre. Il y a le titre qui est celui-là que vous voyez ici. Et vous avez un résumé du titre, c'est celui qui va être présent dans chaque page. Comme le stress chez les étudiants, le running head ici, c'est le stress chez les étudiants. Et dans toutes les pages, on va avoir ça, le stress chez les étudiants. Ensuite, nous avons le titre. Enquête sur le niveau de stress et les stratégies de coping chez les étudiants de licence en psychologie à l'Université de Picardie-Jules Verne. Dans ce titre, nous avons la thématique,
stress chez les étudiants. Nous avons la population, les étudiants en licence, en psychologie, et nous avons l'endroit, l'Université de Picardie Jules Verne. Donc, vous avez ici trois informations. La thématique ou le sujet de recherche, la population de l'étude, aux populations cibles et l'endroit, si vous voulez. Ensuite viennent les noms de toutes les personnes qui ont collaboré à la recherche, notamment ceux qui ont une collaboration significative. Et normalement, le premier nom, c'est celui qui est à l'initiative du travail de recherche, celui qui a fait la plupart, si vous voulez, du travail de recherche. Le dernier nom est réservé aux chercheurs seniors qui éventuellement auraient supervisé le travail, auraient développé, disons, il a eu la qualité d'un conseiller, si vous voulez. Donc, les places les plus importantes dans une rédaction, c'est la première et la dernière. Alors, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et ensuite, vous avez les autres. Mais la première place, c'est le chercheur qui a eu l'initiative, qui a fait la plupart du travail, éventuellement qui a rédigé le travail, et comment dire ça, le brouillon. Ensuite, le dernier chercheur, c'est celui qui, s'il s'agit d'une thèse de doctorat, c'est le superviseur de la thèse de doctorat, par exemple, occupe la dernière place, celui qui est conseiller, etc. Théoriquement, c'est ça comme ça se passe. Mais malheureusement, le monde de la science n'est pas à l'abri de beaucoup de problèmes aussi. Du coup, parfois, il y a des chercheurs qui font pression pour être à telle place ou à telle place alors qu'ils n'ont pas fait le travail correspondant. Du coup, vous avez parfois des gens qui sont à la dernière place alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ni du conseil, ni de quoi que ce soit. Parfois, vous avez des gens qui sont première place alors que malheureusement, c'est pas eux qui ont fait la plupart du travail, ni ceux qui étaient à l'initiative du travail de recherche. Donc, malheureusement, comme dans d'autres domaines, hélas, les égos jouent le coup de coude, les égos, les tricheries, ça existe aussi, malheureusement. Mais en principe, les places les plus importantes, celles qui sont réservées à ceux, effectivement, qui ont pas mal travaillé, c'est la première et la dernière. Alors ici, j'ai mis mon nom à titre d'ensemble, Germano Veracruz, puis Tom Cruise, vous connaissez Tom Cruise, puisqu'il s'agit de Cruise, alors pour plaisanterie, j'ai mis ici les gens qui ont un nom de famille qui ressemble au mien, Tom Cruise, et vous connaissez Penelope Cruz, eh bien, actrice espagnole, Penelope Cruz, et aussi j'ai mis là, mais bien sûr, tout ça c'est pour plaisanter, et Tom Cruise, l'acteur américain, et tout ça, bon, je les ai jamais rencontrés, ils sont pas membres de ma famille, c'est pour plaisanter. Après ça viennent les affiliations de chacun de ces, on appelle ça des co-auteurs, les co-auteurs de, de, du rapport de recherche de l'article ou ceux qui ont été qui ont travaillé à la recherche. Il faut les affiliations. Donc moi ici, j'ai mis département de psychologie, Université Picardie Jules Verne, Amiens. Et puis Tom Cruise, j'ai lu et puis il y a mon adresse email. J'ai inventé une adresse pour Tom Cruise, une affiliation, département of cinéma, University of California, Los Angeles Ouest. Bien sûr, tout ça c'est fabriqué. Et j'ai mis ici l'adresse email de Tom Cruise. Si vous avez le courage, vous pouvez lui écrire, peut-être que vous aurez une réponse à qui sait. Et puis, pour Penelope Cruz, Departamento del Arte, Universidad de Barcelona, Barcelone, Espagne. Bon, tout ça, c'est fabriqué, bien sûr. Et j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir d'avoir fait cette plaisanterie-là. J'espère. Bon, après cette partie-là, qui est le titre, les co-auteurs, ça s'appelle la première page, la page du titre, ça.
les titres, les co-auteurs, le running head, le titre, les co-auteurs et les affiliations de chacun et les adresses. Alors ça, c'est important de mettre les adresses. Pourquoi? Un travail de recherche est censé être vérifiable, être contrôlable, être amené, on doit amener les chercheurs à pouvoir, si vous voulez, être transparent. Du coup, on met les adresses. Pourquoi? Si jamais quelqu'un lit votre travail et qui n'est pas d'accord avec vous, ou au contraire, s'il est d'accord et souhaite savoir comment vous avez fait votre travail, accéder à tous les documents de votre travail, il doit pouvoir vous contacter. C'est pour ça qu'on doit mettre l'adresse, et les affiliations d'abord, l'adresse email, comme ça la personne peut vous contacter. Un chercheur, quel qu'elle soit, a le droit d'être contacté, a l'obligation de répondre lorsque quelqu'un l'interroge, lorsqu'un confrère raisonnablement l'interroge sur le travail qu'il a fait. Ça a à voir avec la open science, la transparence de la science ouverte, qui aujourd'hui c'est un commandement en quelque sorte pour les chercheurs. Bon, après, il y a ce qu'on appelle le résumé ou abstract en anglais. Le résumé peut être structuré de cette façon-là. Introduction, on dit plus ou moins, ici on évoque un petit peu la problématique et la question, le sujet, le stress et ses effets, troubles de sommeil, blablabla, est le principal problème de santé qui affecte les étudiants en France, selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE. Alors là, je vais enlever INSEE parce que tout ici est faux. Donc, je vais inventer quelque chose d'autre. Je vais inventer un truc qui n'existait pas. Voilà, pour mettre là un truc qui n'existait pas. Par les INT, ça n'existe jamais. Et donc ça, tout ça, c'est faux. Soyons d'accord là-dessus. Ensuite, là, c'est une sorte d'introduction où on présente la problématique. Ensuite, les objectifs de l'étude. La présentation d'après objectif, premièrement, mesurer le stress chez les étudiants en licence, blablabla. Bla, bla. Tout ça, on a déjà vu parce qu'on a déjà, quand on préparait une préparation de l'enquête, on avait mis les objectifs, on remet ici. La méthode, cette fois-ci, ici, il faut dire combien, d'abord, la population. L'échantillon, ici, c'est pas seulement la population cible, mais c'est l'échantillon que vous avez prélevé, combien de personnes, si possible, dire combien d'hommes, combien de femmes, ou combien de gens qui sont intersexes. Ensuite, les catégories d'âge, les âges, la moyenne d'âge, etc. Ici, c'est non seulement mettre à l'échantillon, mais les décrire, si vous voulez. Il faut vraiment les décrire. Et une fois qu'on a décrit, il faut dire quelle est la technique de recherche que vous avez utilisée. Par exemple, ici, il dit interview semi-directive. Si on a fait interview semi-directive, ou alors on peut dire questionnaire, euh, questionnaire a été soumis à des interviews semi-directives où on peut mettre, par exemple, ont répondu, ont répondu à un questionnaire en ligne. En ligne, c'était le cas. Les données ont été analysées par une technique appelée analyse systématique du discours. Pour vous dire ici, analyse, analyse, analyse descriptive des données quantitatives. Analyse, analyse descriptive des données. Donc, si la technique a été interview, mais ici soumis à des interviews semi-directives, si ça a été questionnaire, on a répondu à un questionnaire en ligne. Les données ainsi recueillies ont été analysées par une technique appelée analyse thématique du discours, dans le cas des interviews ou analyse descriptive des données quantitatives, par exemple. Donc, les résultats, ici, on a les résultats. Les résultats montrent que le niveau de stress moyen des étudiants est de blabla dans une échelle de 0 à 10. Je vais mettre plutôt de à 11. Ça, c'est le clair.
En outre, la plupart des étudiants ont fait face au stress, sollicitant en fait le soutien moral de la famille ou les partenaires, amis, etc., etc. Bon, là, on met les résultats tels qu'ils apparaissent. Ensuite, là, on tire une conclusion. Il semble que le stress chez les étudiants se situe au-dessus de la moyenne nationale, si bien que la majorité des participants ont plus trajet de coping que salutaire, une importante majorité a recours à une méthode de lutte contre le stress qui peut s'avérer problématique, bla bla bla. Vous voyez? Bon, ça, de toute façon, dans le descriptif de tous les vidéos, de tous ces cours-là, vous allez retrouver tous ces documents-là, du coup, vous pouvez les relire. Ce qui est important est de savoir que s'il y a le résumé est souvent structuré en termes d'introduction, où vous présentez la problématique, l'objectif, la méthode, vous avez la population, l'instrument de recueil des données et les types d'analyse que vous avez fait. Ici, on présente le résultat résumé, ensuite une sorte de conclusion. Après, les mots-clés, viennent les mots-clés. Les mots-clés se situent ici aussi. Donc, les mots-clés, alors là, je vais avancer un petit peu comme ça parce que ça permet. Donc, les mots-clés qui viennent pour bas, étudiants, stress, stratégie, coping et Picardie. Et puis après, cette partie-là, ça c'est la partie du résumé. Après, le vrai rapport commence ici. Introduction. Alors, il faut définir, faire des définitions sur votre sujet de recherche. Il faut définir les concepts de votre sujet de recherche. Ici, c'est définir, dans le cas de notre exemple, c'est définir le concept de stress et définir la stratégie de coping, définir le concept, concept de stress et définir les stratégies de coping face au stress. Faire une révision de la littérature scientifique sur la thématique de l'étude, présenter quelques études précédentes qui ont été faites sur la même thématique et problématique, virgule, en résumant la méthodologie, la méthodologie appliquée et les résultats obtenus. Voilà, en résumant la méthodologie appliquée et le résultat obtenu. Ensuite, la problématisation. Alors, la problématisation, vous l'avez déjà faite lors de la préparation de l'étude. Elle est souvent elle était dans le guide d'entretien qu'on a fait, par exemple. Et donc là, il s'agit de mettre la problématique. Donc, ça, la première partie de l'introduction, vous devrez mettre ces éléments-là. Ensuite, vers l'objectif de l'étude, vous mettez ici les questions initiales, questions de départ ou questions de recherche. Vous mettez ici les variables, les variables ou les variables dépendantes, ainsi comme les variables indépendantes et leurs modalités. Vous mettez ici. Comme tout ça, on a déjà fait, on peut même faire copier-coller, puisqu'on a déjà fait dans les différentes étapes de la recherche. Des hypothèses, on met ici. Et puis, le point numéro 2, c'est la méthodologie. Alors, le point numéro un, c'est l'introduction avec les différents éléments sous-points que vous avez ici. Ensuite, la méthodologie. D'abord, les participants. Il faut dire quelle est votre population cible et ensuite quel est l'échantillon que vous avez prélevé et quelle est la technique d'échantillonnage que vous avez utilisée et ensuite décrire votre échantillon. Tout ça, vous avez déjà dit, donc il faut répéter, donc indiquer le nombre de participants. Euh, je vais mettre ici échantillon. Échantillon. Alors déjà, ici, je vais ajouter, indiquer la population cible. Et puis ici, je vais mettre décrire la méthode d'échantillonnage utilisée. Méthode d'échantillonnage utilisée.
Aussi indiquer le nombre de participants, échantillons, de décrire en termes d'âge, sexe, origine, région, indiquer les pourcentages hommes-femmes, etc., etc. Décrire. Donc voilà, décrire l'échantillon. Parce que d'abord, c'est la population cible. Ensuite, on prélève un échantillon de la population cible. Et là, il faut décrire quelle est la méthodologie qu'on a utilisée pour prélever cet échantillon. Et enfin, décrire l'échantillon, combien de personnes et les pourcentages en termes de catégorie d'âge, en termes d'âge moyenne, en termes de sexe et d'origine, etc., etc. Ensuite, nous avons le sous-point qui est l'instrument de recueil des données. Là, il faut dire quelle est la technique qui a été utilisée et il faut justifier pourquoi on a choisi cette technique-là. Donc, le choix de cette technique de recueil de données est dû au fait qu'il faut les justifier. Ensuite, il faut mettre le questionnaire si vous avez utilisé la grille d'entretien ou questionnaire, il faut mettre ici, mettre la grille d'entretien ou questionnaire. Donc, si dessus la grille d'entretien ou le questionnaire, si c'est le questionnaire qui a été utilisé, mettre ici. Alors, souvent, si la grille d'entretien est longue ou le questionnaire est très long, on va les mettre aux annexes. Mais si elles sont courtes, on peut les mettre ici, comme ça les participants, la personne qui va lire votre travail, pas le participant, mais la personne qui va lire votre travail va tout de suite voir quel est le questionnaire qui a été utilisé ou la grille d'entretien. Procédure. Dans la procédure, on doit expliquer, tout ça, nous sommes toujours dans la partie méthode, méthodologie. Indiquez comment vous avez contacté les participants, l'endroit où les entretiens ont eu lieu, indiquez si les participants ont été rémunérés ou pas. Parfois, il y a des enquêtes dans lesquelles les participants, des études dans lesquelles les participants sont rémunérés. Indiquez le discours que vous avez tenu aux participants avant le début de chaque entretien. Par exemple, s'il s'agit d'entretien, indiquez la durée moyenne des entretiens, indiquez les mesures éthiques. Alors, entretien, je vais mettre ici passation du questionnaire. Passation du questionnaire. Dans le cas où la méthode, la technique utilisée c'est le questionnaire. Indiquez les discours que vous avez tenus avant le début de chaque entretien. Indiquez les mesures éthiques que vous avez prises pour avoir le consentement éclairé des participants et leurs parents ou responsables dans le cas des participants noirs pour garantir l'anonymat et pour assurer la sécurité des données. Tout ça, ce sont des aspects éthiques qui tout chercheur est dans l'obligation de tenir en considération. Indiquez si votre étude a été préalablement à l'enquête de terrain approuvée par un comité éthique de votre université ou unité de recherche parce qu'il y a toujours maintenant des comités éthiques qui sont associés aux organismes qui font de la recherche pour garantir que les travaux de recherche sont faits dans le respect éthique, déontologique, etc., etc. Donc tout ça, il faut l'indiquer parce que ça participe à la transparence des méthodes de recherche, au respect des questions éthiques et des participants. Il faut les décrire ici. Après, technique d'analyse des données. Il faut dire quelle est la technique d'analyse des données que vous avez utilisée. Et d'abord, il faut dire comment est-ce que se présentent les données. Ici, les données recueillies sont majoritairement composées de corpus textuels, du discours du participant, voire tableau de données brutes. Et là, parce que vous avez, si vous vous rappelez, dans les épisodes précédents, on a fait des tableaux avec des données brutes. Et là, vous pouvez les mettre aux annexes ou mettre un lien vers un endroit où les données brutes sont stockées, si vous voulez. Et donc, voilà. Et ensuite, pour les questionnaires, c'est pareil. On peut mettre les données recueillies sont majoritairement composées de valeurs quantitatives, voire tableau de données brutes en annexe 1, ainsi de suite. Une fois qu'on a dit comment est-ce que les données se présentent, on va dire quelle est l'analyse qu'on a utilisée, la technique d'analyse qu'on a utilisée. Ainsi, pour analyser le corpus, nous avons conduit des analyses thématiques de contenu du discours dans le cas des entretiens, ou alors nous avons effectué des analyses descriptives, moyennes, écart type, médiane, etc., dans le cas de l'enquête par questionnaire. Une fois que tout est terminé, on passe à la troisième partie, c'est la partie résultat. Pourquoi on a fait des tableaux et des figures? Parce que les résultats, quand on présente les résultats, ça consiste à
d'abord dire l'analyse qu'on a fait, parce qu'on peut faire plusieurs analyses. Donc, l'analyse, ici, les résultats de la première analyse, d'abord, on met un tableau et ensuite, on doit décrire la structure des tableaux, c'est-à-dire qu'il faut expliquer comment est-ce que celui qui va voir le tableau, comment est-ce qu'il doit s'y orienter dans le tableau, comment est-ce que les éléments dans le tableau sont organisés, et ensuite résumer les résultats du tableau sur la forme écrite. Donc, on met le tableau et ensuite on met une description écrite en bas du tableau. D'abord, premièrement, comment est-ce que la personne doit comprendre le tableau, comment est-ce que le tableau est structuré, et ensuite, quels sont les principaux résultats qui se dégagent de ce tableau-là, comment les interpréter en quelque sorte. C'est ce qu'on doit mettre ici par écrit. À la fois le tableau ou la figure et le tableau et la figure ou les deux à la fois et les descriptions. Le résultat de l'analyse, hein, tableau, le résultat de la deuxième analyse, pareil, il faut expliquer comment est-ce qu'on doit comprendre le tableau. Ensuite, quels sont les principaux résultats qui se dégagent. Euh, Peut-être que je vais ajouter ici, parce que je n'ai pas mis, je vais ajouter figure, euh, figure, figure un, figure un point, euh, euh, la répartition des effectifs des participants par sexe. Ça, la répartition par sexe, la répartition. Et donc là, c'est une figure. Et du coup, là, c'est pareil. On va mettre la figure en bas. On va mettre la figure en bas. Je vais mettre la figure en bas, la figure ici. Décrire la structure de la figure, de la figure, de la figure, de la figure. Voilà, ici. Hein, euh, voilà, voilà. Et donc, comme ça, parce qu'on peut mettre des tableaux de figures ici. Ensuite, une fois qu'on a fini la présentation, ici, c'est vraiment présenter les résultats en fonction du nombre d'analyses qu'on a fait, les différentes analyses qu'on a fait, la manière dont on a résumé les résultats. D'abord les tableaux, ensuite on commente les tableaux, ensuite on met les figures, ensuite on les commente, etc., etc. Ensuite, la discussion. La discussion, nous avons vu en quoi ça consiste, rappeler brièvement les objectifs de la recherche. Ensuite, il y a une première partie, interprétation et mise en valeur de l'importance des résultats. Il faut indiquer les principaux résultats et dire si cela confirme ou infirme vos hypothèses ou s'il répond de façon satisfaisante à vos questions initiales, les questions déjà. Comparez vos résultats à ceux des études précédentes évoquées dans l'introduction, la révision de la littérature, c'est-à-dire qu'il faut comparer les résultats que vous avez obtenus avec ceux que vous avez fait, dont vous avez fait la révision dans la partie introductive plus haut. Hein? C'est voir s'ils sont pareils, ils sont différents, et essayer de trouver une explication pourquoi ils sont différents, s'ils sont différents. Suggérer une interprétation, explication du résultat à la lumière de la problématique que vous avez soulevée dans l'introduction. Indiquer en quoi vos résultats sont importants pour faire avancer la problématique associée à la thématique de recherche. Nous avons dit lors des premiers épisodes qu'ici, il s'agit de dire dans quelle mesure vos résultats font avancer la science, ou alors dans quelle mesure vos résultats peuvent fournir à partir de où on peut dégager des solutions aux problèmes qui se présentent, qui est à l'origine de votre intérêt pour la recherche que vous avez faite.
Toute recherche a ses limitations, donc il faut indiquer les limites parce qu'il faut être honnête dans le processus de recherche, la transparence. Vous avez trouvé parfois des difficultés, parfois des limites. Ces limites-là permettent de savoir apprécier la portée de vos résultats. Et ça permet aussi éventuellement de les relativiser. C'est pour ça que c'est important de mettre les limites. Indiquer les limites de votre étude, il s'agit de recenser les éléments qui peuvent relativiser la pertinence ou la validité des résultats, insuffisance des participants, thématiques difficiles à opérationnaliser, difficulté de mesurer les variables, etc., etc. Et ensuite, après, on fait une conclusion générale et plus tard, vous avez les annexes. Là, je vais mettre les annexes. Et les annexes, alors les annexes, ça peut être les tableaux des données brutes, les tableaux des analyses qu'on a fait, et le questionnaire ou le guide d'entretien s'ils sont trop longs, et les différents documents qu'on a produits pendant tous les processus de recherche, il faut les mettre aux annexes. Comme ça, les gens peuvent aller les consulter s'ils souhaitent faire la même recherche que vous en utilisant la même guide d'entretien, le même questionnaire. S'ils souhaitent vérifier vos données, ils vont aller dans les données brutes, etc. Alors, ça peut être des annexes directes ou ça peut être des liens vers des annexes des documents, des bases de données qui sont en ligne, si vous voulez. Donc voilà, c'est comme ça que se présente la structure d'un rapport de recherche, c'est comme ça que se présente. Ça peut être directement un article scientifique, ou une thèse de doctorat, ou une thèse de mémoire, un mémoire de master, ou des choses comme ça, ou tout simplement un rapport de recherche tout simple, mais il se présente de cette façon-là. Bon, mes amis, vous m'avez accompagné pendant ces 11 épisodes. Ici, je vous ai vraiment donné les bases de la recherche scientifique, notamment en ce qui concerne les enquêtes d'une façon générale, mais pas pour particulièrement l'enquête par entretien et l'enquête par questionnaire. C'est vraiment les bases. Si vous maîtrisez ce que je vous ai expliqué là, vous êtes prêt à passer à une étape un peu plus importante dans laquelle on devient presque professionnel de la recherche, si vous voulez. Mais ça, ce sont vraiment les bases. Et je peux vous dire pour être un enseignant à l'université, ce que vous avez appris là, que vous avez appris là, il y a beaucoup d'étudiants qui sont au master qui ne les maîtrisent pas. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en doctorat qui ne le maîtrisent toujours pas. Il y a même des chercheurs professionnels qui ont encore du mal avec beaucoup de choses que je vous ai expliquées là. Donc, vraiment, vraiment, les vidéos que je vous ai faites, je ne dis pas ça pour, pour, pour accorder une importance inutile à ce que je vous ai proposé. Mais vraiment, si vous maîtrisez ça, c'est la base. C'est-à-dire que si vous pouvez toujours revenir, regarder ces vidéos, parce qu'une fois que vous maîtrisez ça, vous maîtrisez beaucoup de choses qui même les étudiants qui sont à des niveaux assez avancés et même des chercheurs professionnels ne les maîtrisent toujours pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je vous ai donné ici les bonnes bases pour pouvoir aller plus loin. Comme je vous ai dit, cet chapitre-là se termine ici. Un jour, je ne sais pas quand, peut-être dans quelques mois, quand j'aurai le temps, je vais continuer cette série, mais je vais me concentrer sur l'analyse statistique pour vous donner les bases de l'analyse statistique en utilisant des logiciels gratuits pour les faire. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous serez nombreux à regarder les vidéos, surtout à vous abonner à ma chaîne parce que c'est du temps que je passe à faire ces vidéos-là. Je ne gagne rien, c'est pas pour gagner de l'argent, mais j'aimerais bien que d'avoir plus d'abonnés, ça m'encouragera à faire encore des vidéos de rattrapage pour mes étudiants ou pour d'autres étudiants. Voilà. Et bon, bah, c'est un délai. Merci beaucoup. À bientôt. En português, muito, muito obrigado do fundo do coração. Eu vos digo até a próxima vez. Estamos juntos. Muito obrigado. Tchau, tchau.